à tous, merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinar. Donc le webinar qui va vous permettre de découvrir la V4 de Canopsys. Je vois que vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure. Merci encore d'avoir répondu présent. Je suis Armand Dissot, je suis responsable de l'agence Nord de Capensys. Dans cette présentation, je serai le commercial. Et si vous voulez avoir des visions sur l'angle technique, donc je suis accompagné de Michael. Mika, je te laisse Bonjour, te ouais, présenter. bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Belle présentation d'Armand, le commercial, et donc moi le technique. Pour ceux qui sont déjà venus, et puis je fais un petit rappel pour ceux qui sont pas encore venus, mais on utilise l'outil Livestorm. Sur votre droite, vous avez la possibilité de nous parler avec le chat ou avec l'onglet questions. Écoutez, pendant la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et puis en fonction de qui parle, l'autre prendra note des questions et puis on y répondra si on peut en direct et puis si pas, on vous renverra des réponses dans le compte rendu un petit peu plus tard. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter par ce biais. Donc oui, les deux onglets. Le chat, vous avez déjà l'occasion pour la plupart de nous dire bonjour. Donc bonjour à tous. Comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà participé à ces webinars, on va démarrer à 10h05. Donc on se laisse une petite attente et on se laisse une petite période d'attente pour que tout le monde se connecte. Pour ceux qui ont des obligations professionnelles et qui doivent couper court à la présentation au cours de route, rassurez-vous, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube à l'issue de la présentation. Voilà, pas de stress. Si vous avez une priorité qui arrive en dernière minute, vous ne raterez rien. Voilà pour le petit message en parallèle. Alors aujourd'hui, on découvre Canopsys de manière générale et on effectue quelques focus sur les nouveautés qui ont été amenées par la version 4. Et puis pour un prochain webinar ou type de webinar, on va s'essayer à un nouveau genre et on va partir sur un atelier en fait de manipulation. Alors ce sera début mars, donc vous inquiétez pas, vous recevrez les invitations, mais voilà, on va tenter un autre format pour le suivant, avec des écrans, la possibilité pour vous de parler, parce que là aujourd'hui on est plutôt en monologue et on vous écoute par vos questions et par le chat. Donc Tout à fait. Ouais. tout début mars, très certainement le premier jeudi de mars, il y aura ce nouveau format, donc plutôt sous forme d'atelier. Et ce sera surtout à destination des gens qui connaissent déjà ou qui ont déjà Canopsys, qui ont déjà la chance d'avoir Canopsys en place dans leur SI. C'est un préalable au lancement de notre club utilisateur. On aura l'occasion d'y revenir. Le club utilisateur qui se lancera premier semestre. Et ce type d'atelier fera partie du club utilisateur à terme. Mais comme on était impatient de travailler avec vous sous format d'atelier, on a devancé l'échéance des clubs utilisateurs pour organiser cet événement. Donc il se tiendra début mars, on reviendra vers vous. Je vois qu'on a des beaux compliments sur le chat, C'est ça. c'est gentil. Alors on se donne encore 2 minutes Ouais, c'est- et puis on va pouvoir démarrer. Pour rappel, la présentation donc elle durera approximativement 45 minutes, plus des questions-réponses on s'est rien bloqué dans la matinée, donc on est disponible pour répondre à vos questions-réponses sans aucun souci. On pourra en prendre quelques-unes en cours de route, en cours de présentation pour rendre la présentation la plus interactive possible. Et puis pour celles, pour d'autres questions qui pourraient arriver, on les prendra sinon à l'issue. Et l'ensemble des questions-réponses seront résumées à l'issue suite à la présentation sur une page dédiée sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des questions que vous aurez posées avec des réponses un peu plus formalisées. Voilà, ça permettra à chacun de bénéficier de l'ensemble de la visibilité sur ces réponses. Bon, ça commence à être bien rempli. Je vois la salle Ouais. qui est bientôt pleine. On démarre dans moins d'une minute, donc à 10h05. Et puis, on découvre Canopsys de manière générale et en particulier sur les avancées liées à la V4. Et avant de pouvoir, je vous l'ai dit, hein, dans 15 jours, pouvoir basculer sur un mode atelier.
L'onglet chat, questions, je répète là pour ceux qui sont arrivés en cours de route, mais n'hésitez pas à vous en servir. Le chat pour plutôt de la discussion, et puis les questions, on prendra vos questions en fin de parcours et on répondra par écrit, par retour de ce webinar avec le replay, etc. Donc peut-être un peu plus formalisé en fait dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Armand, je pense qu'on est bon, hein, il est Ouais, je 10h05, pense donc qu'on est bon, on va pouvoir on peut démarrer. démarrer. Allons-y. Alors, hop, au programme du jour, comme on l'évoquait, le sujet du jour, c'est d'aborder Canopsys, de présenter Canopsys de manière générale, en faisant un focus sur la dernière version, donc la nouvelle mouture, la V4. Avant de présenter ces nouveautés, on va rappeler qui est l'éditeur de Canopsys, à savoir Capensys. Ensuite, on en viendra aux constats qui nous ont amenés et qui vous amènent à réfléchir à l'hypervision, les bénéfices qu'apporte Canopsys pour votre système d'information dans cette logique d'hypervision, le positionnement qu'a Canopsys sur ce positionnement de l'hypervision dans votre architecture SI, dans l'architecture de monitoring. Et puis, on va ouvrir un peu le capot de Canopsys pour voir d'un point de vue théorique comment se présente Canopsys avec son fonctionnement général, les évolutions, se situer un peu sur notre roadmap, quelles sont les évolutions qu'on a pu mettre en œuvre et quelles sont les évolutions qui sont à venir très prochainement. Donc euh, voilà le fil conducteur de cette première partie. On vous laissera avec quelques liens utiles qu'on vous laissera également à l'issue forcément, hein. Les slides vous seront fournis également à l'issue de la présentation. Donc l'ensemble des liens utiles avec la plateforme de documentation complétée, la plateforme de démonstration, enfin l'ensemble des liens qui vous permettront de prendre en main la plateforme. L'aspect commerce, quel est le modèle économique de Canopsys? Vous verrez il est assez simple à appréhender. Les avantages à travailler avec nous, et puis ensuite, ce que vous attendez, je pense, peut-être le plus dans cette présentation, à savoir voir la Canopsys V4 en action. Ce sera pour la fin de la présentation, après cette première partie théorique. Donc voilà le programme du jour. Alors si on commence par présenter Capensys, donc l'éditeur de Canopsys. Donc Capensys, c'est une double activité, deux activités complémentaires. Une première activité d'intégrateur de solutions d'infrastructure Linux open source, et cela depuis 2002. Hein. Capensys a été créé en 2002, donc près de plus de 18 ans d'expérience sur ce métier. Présent sur 4 sites en France. Donc, on est né dans le Nord, en métropole lilloise, et puis ensuite on s'est développé sur la région nantaise, sur Paris et également sur Tours. Donc, on a une présence très nord-ouest de la France pour pouvoir mieux vous accompagner, mais on peut également intervenir sur d'autres sites, surtout que malheureusement la période Covid nous fait travailler de plus en plus en remote, donc les frontières sont encore plus fines pour pouvoir intervenir. Euh, En termes de nombre de collaborateurs, on a 35 collaborateurs aujourd'hui sur ces 4 sites qui peuvent vous accompagner pour l'intégration de solutions d'infrastructure. C'est pas le focus du jour, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins autour de support, de formation, d'intégration de solutions ou de consulting qui sont nos métiers dans ce cadre. Et puis, après ce métier d'intégrateur, fort de notre expérience d'intégrateur, on a pu développer en 2011 une nouvelle activité complémentaire avec le développement de notre métier d'éditeur avec l'édition de Canopsys, donc la première solution d'hypervision open source du marché. Et donc, cette solution qui va fêter ses 10 ans avec la sortie de la V4 donc cette année. Et notre deuxième activité complémentaire, et c'est celle sur laquelle on fait focus aujourd'hui. Voilà un peu pour qui est Capensys. N'hésitez pas à nous solliciter, donc encore une fois, sur ces deux activités. On va faire focus donc sur Canopsys et je laisse la main à Mika. Merci à Eh vous. ben c'est à moi. Bonjour à tous. Écoutez, l'idée là, c'est de voir ce qui nous a conduit à créer un outil comme Canopsys, et puis quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer. Et puis derrière, on reparlera donc des différentes fonctionnalités et puis de la méthode de fonctionnement de Canopsys. Et puis j'appuierai sur les éléments de la V4 pour ceux qui connaissent déjà Canopsys. Pour savoir quelles sont les différences. Et puis pour ceux qui connaissent pas, vous aurez comme ça un tour d'horizon du produit. Et puis on partira sur la démo en fin de parcours. Alors,
pour l'aspect constat et ce qui nous amène à écrire un outil d'hypervision et à écrire Canopsys en particulier. Ces 4 grosses familles de manière générale, eh bien c'est le fait que d'un point de vue monitoring et donc d'un point de vue supervision pure, on multiplie les outils dans les structures. Donc des outils qui sont dédiés à la supervision des infrastructures, à la supervision applicative, à de la scénarisation métier, à de la surveillance de log. Et donc vous avez tout un panel d'outils qu'il est difficile de maîtriser complètement. Et puis derrière, eh bien, en termes d'exploitation, ça vous amène à devoir connaître X consoles de supervision. Pour organiser vos rotations, c'est assez compliqué. Donc de manière générale, l'exploitation de l'ensemble de ces outils de supervision est assez complexe. Il y a un nombre d'alarmes qui est généralement important et qu'on va chercher à réduire en fait, ou tout au moins à rendre le plus pertinent possible. Et donc de manière générale, l'aspect visibilité est restreint puisque eh bien, aller chercher des indicateurs au travers tous ces outils, plutôt que d'en avoir un centralisé, eh bien c'est beaucoup plus dur et c'est compliqué d'avoir cette visibilité transverse. Alors voilà les éléments sur lesquels on s'est appuyé pour développer Canopsys. Alors les bénéfices que va amener Canopsys sont sur le slide que vous avez devant vous. Alors le premier point qu'on met en avant systématiquement, c'est l'aspect console unique configurable. Pourquoi? Parce que on va centraliser tous les événements et toutes les informations qu'on a à disposition à partir des outils de supervision, à partir des référentiels que vous avez également, des outils d'ITSM, etc. Toutes ces informations vont converger vers cette console unique et cela va vous permettre, dans un premier temps, eh bien, de voir en un point central toutes ces informations agrégées. Ça va vous permettre de rationaliser les compétences internes puisque en connaissant et en maîtrisant un outil, eh bien, quelle que soit la provenance des événements, vous allez avoir une méthode de prise en charge et un workflow de gestion qui sera homogène. Et on ne va pas venir chez vous modifier l'existant, c'est-à-dire l'expérience accumulée sur les outils de supervision que vous avez déjà mis en œuvre. Eh bien, on va s'appuyer dessus et on va simplement donc interconnecter ces sources d'événements à Canopsys. Donc ça, c'est vraiment le premier argument qui est mis en avant. On va ensuite viser à réduire le nombre d'alarmes grâce à des regroupements de la corrélation. Donc on va, par rapport à des critères objectifs, réduire ce nombre d'alarmes et ne présenter que les alarmes qui nous semblent ou qui vous semblent tout au moins pertinentes au pilotage et puis aux administrateurs derrière. Donc l'idée, c'est vraiment d'afficher la bonne alerte au bon moment à la bonne personne. Et on a rajouté en V4, donc dans la version 4, des éléments qui peuvent nous aider à améliorer cette situation. Et donc c'est le fait de pouvoir faire interagir le module de planning et donc de gestion des périodes de temps, de le faire interagir avec justement le système d'alarme. Et donc ne présenter que les alarmes pour lesquelles il n'y aurait pas de maintenance en cours, pour lesquelles on serait bien censé être en service, et donc on va éliminer toutes les autres alarmes d'un point de vue pilotage. Donc on contribue à réduire ce volume d'alarmes et on améliore la pertinence de l'alarme qu'on présente au pilotage. En termes d'exploitation, eh bien, je vous en ai déjà parlé juste avant, mais on parle d'un workflow homogène de prise en charge, quelle que soit la provenance de l'événement, quelle que soit la provenance de cette alarme. On permet d'interagir avec le monde extérieur, notamment les outils d'ITSM de ticketing, eh bien, pour être en mesure de créer des tickets quand c'est nécessaire. Et on ajoute dans cette version 4 l'aspect remédiation. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard, plus en détail, mais l'idée c'est de pouvoir exécuter et donc des consignes face à une alarme et donc dérouler un protocole, un plan d'action qui va permettre d'aboutir à la résolution de la dite alarme. On met à disposition des vues, des filtres, donc
ça, vous le verrez tout à l'heure dans la démo, l'idée de la console unique avec les bonnes vues aux bonnes personnes, avec les bons filtres et tous les outils dont pourrait avoir besoin un pilote pour prendre en charge les alarmes de manière convenable. Et puis pour finir, pour amener l'aspect visibilité transverse, eh bien, Canopsys met à disposition des données dans un puits de données. Donc plutôt des données brutes qui vont vous permettre finalement de calculer des indicateurs qui vous sont propres et qui semblent pertinents pour votre système d'information. Et donc ce puits de données avec par-dessus un requêteur qui va vous permettre bien de présenter ces indicateurs. Alors voilà pour les bénéfices qu'apporte une solution comme Canopsys. Alors on va aller un peu plus dans le détail, ça vous donnera quelques informations complémentaires pour mieux comprendre et mieux appréhender la situation. Alors, si on résume ce qu'est Canopsys, on peut le symboliser avec cette tour de contrôle. Et donc vous voyez à gauche finalement de l'événement entrant, et donc qui provient des différentes sources, les sources dont je vous ai parlé juste avant, des informations liées au planning et donc aux plages de service, aux plages de maintenance, etc., qui sont portées à la connaissance de cette tour de contrôle. Et puis à partir de là, grâce à des traitements, à de la motorisation, eh bien, de la notification, des alarmes, des statistiques, des jobs de remédiation, etc. Donc on considère Canopsys comme étant la tour de contrôle du système d'information. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je vous l'ai dit en intro, mais Armand est là pour Ouais. les lire et puis m'interrompre si Pour l'instant, besoin. Donc, c'est très studieux, mais n'hésitez pas, hein, vous avez l'onglet ouais. questions pour les personnes qui viennent de se connecter. Il y a un onglet questions, un onglet chat, donc c'est plus pour échanger, pour se dire bonjour. L'onglet questions, dès que vous avez des questions techniques, on y répondra potentiellement en live, ou sinon à l'issue de la présentation. Alors je poursuis. Alors comment positionne-t-on Canopsys justement dans ce système d'information? Eh bien, à droite, vous avez la pyramide qu'on ne présente plus puisque elle est assez commune et on a plutôt l'habitude de voir ce genre de pyramide. Donc l'outil d'hypervision est considéré comme le chapeau et donc plutôt comme étant en attente d'informations. Et donc on porte à la connaissance de l'hypervision de l'information, des événements, via donc des outils de supervision qui eux-mêmes effectuent les contrôles sur votre périmètre à surveiller. Et puis lorsque on porte une information à la connaissance de Canopsys, eh bien, il va pouvoir appliquer des traitements et puis restituer des résultats. Donc, ce sont les trois objectifs qui sont notés sur la gauche du slide. Donc, la centralisation, l'agrégation d'informations, le traitement, la transformation des informations reçues, et puis la restitution au travers d'une interface web, des API. Je vous le détaille juste ensuite. Mais voilà où on positionne l'hypervision, c'est important de le repréciser parce que il y a beaucoup du concept de Canopsys qui est basé sur en fait cette pyramide. Donc c'est important qu'on soit raccord sur cette information. Alors, je vous donne les clés sur ces trois objectifs. Donc la centralisation, le traitement et la restitution. Donc, je vous donne les éléments sur lesquels il faut s'attarder. Et puis, par la suite, je détaille un peu plus l'aspect V4. Alors, l'aspect centralisation. L'idée, c'est que Canopsys soit en attente donc, des informations et des événements dont il a besoin pour travailler. Et donc, grâce à des connecteurs de données, eh bien, les sources vont pouvoir publier des événements, publier des informations, publier des informations de référentiel dans Canopsys par deux biais. Alors, soit par le bus de données en direct qui est typé RabbitMQ, ou soit en passant par l'API HTTP de Canopsys, qui elle-même, de toute façon, au final, reversera ces informations dans le bus de données. Donc vous avez deux méthodes pour envoyer de l'information et porter de l'information à la connaissance de Canopsys. Et sur la gauche, eh bien, vous avez, alors c'est non exhaustif, hein, vous voyez, il y a des petits points en bas à droite des cases, mais c'est l'idée de représenter les différentes sources. Alors des outils de supervision, des outils d'ITSM, des applis métiers, des logs, des trappes SNMP, des bases de données, etc., etc., parce que je ne peux pas dire que c'est infini, mais il y a quand même une grosse quantité d'interconnexions possibles à l'heure actuelle. Donc,
On a des sources de données, on utilise des connecteurs dont c'est le métier, on fournit les informations à Canopsys par son API ou par le bus de données. Voilà un peu le schéma logique que doit suivre les informations. Maintenant, si on parle traitement-transformation, donc le gros trait vert là, qui est à l'horizontale sur le slide, finalement c'est le symbole du bus de données. Donc, tout est organisé autour de ce bus et vous avez des moteurs qui sont finalement abonnés à ce bus de données et vont pouvoir de fait consommer les informations en question. Et donc chaque moteur aura un métier à part entière. Et vous constatez qu'il y a deux couleurs de moteurs. Il y a des moteurs verts et des moteurs bleus. Alors c'est tout simplement lié à l'édition de Canopsys. Et donc vous avez l'édition Open Core et l'édition Pro qui elle est soumise à souscription. Et donc vous voyez certains moteurs que vous pouvez utiliser d'ores et déjà dans l'édition Open, et puis d'autres, les bleus, pour lesquels il faut avoir souscrit à l'édition Pro pour pouvoir vous en servir. Alors, il y a quelques exemples de moteurs, oui, du filtrage. Je ne souhaite pas recevoir les événements de pré-production sur mon environnement. Je ne souhaite pas, ou je souhaite, pourquoi pas à côté, enrichir les informations grâce à un référentiel tiers. Je souhaite modifier les messages de mes alarmes en fonction de tel ou tel critère. Donc voilà, vous avez différentes typologies de règles que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis par rapport à l'AV4, eh bien, on a refondu, refait vraiment complètement l'aspect planning, c'est-à-dire la gestion des périodes de temps pendant lesquelles il va falloir appliquer un comportement différent de celui qu'on applique habituellement. Et donc, que se passe-t-il si je mets en maintenance une machine ou si je décide d'éteindre une application? Eh bien, je décide de ne pas montrer des alarmes sous-jacentes à cette application pendant un certain temps. Ou alors, au contraire, je veux les montrer pour pouvoir suivre un cas de résolution. Ou alors, je souhaite euh, pouvoir gérer les jours fériés de l'année pour mes plages de service. Voilà, donc vous allez pouvoir agir sur l'aspect vraiment période de temps. Alors, pour ceux qui connaissent Canopsys, c'est le concept des periodical behavior, donc des comportements périodiques, voilà, qui a été revu pour finalement pallier certains problèmes de performance qu'on pouvait rencontrer, et puis amener de la personnalisation possible qui jusque-là n'était pas encore possible. Et donc c'est chose faite. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir cela eh bien, un petit peu dans la démo. Et puis certainement dans les ateliers qui suivront, où on pourra manipuler et puis on pourra se parler, ce sera peut-être plus simple et puis plus dans l'échange. Alors, Parlant de se parler, hésitez encore une fois, hein, il y a l'onglet questions, donc pour l'instant je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y répondre en live ou à l'issue de la présentation, encore une fois. Je me répète, mais c'est pour, vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter. Alors, d'autres types de moteurs, le fait de pouvoir déclencher des actions de manière automatique, de pouvoir appeler des webhooks pour des notifications sur Teams, sur Mattermost ou sur un autre outil. La corrélation pour faire le regroupement d'alarmes par rapport à certaines règles. Et puis, depuis cette V4, l'aspect aussi remédiation. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais donc le plan d'action qu'on met en œuvre pour corriger une situation. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout l'aspect consigne qui soit porté directement dans Canopsys. Alors voilà pour les aspects traitement. Alors je passe vite, mais c'est pour vous donner le type de fonctionnement et puis comment Canopsys est organisé. Et puis évidemment, je suis dispo pour toutes les questions si vous en avez pendant, après, etc. N'hésitez pas. Alors pour finir, la restitution de l'information, donc une interface web qui est présente directement dans Canopsys avec une gestion d'habilitation. On y reviendra juste après justement sur ces habilitations parce que en V4 on a fait un effort sur la précision des droits côté API, vous verrez comment ça fonctionne. Et donc des widgets qui vous présentent des bacs à alarme, des météos, des compteurs, etc. Alors sachez également que toutes les opérations de Canopsys sont accessibles par son API.
et API sur laquelle on a fait un effort considérable pour la V4 pour amener justement donc une granularité très fine côté droit. Et donc aujourd'hui, grâce à des tokens d'authentification, on va hériter de certaines habilitations fines dans le système. Je peux lire des alarmes, je peux déclarer une règle de corrélation, je peux faire une synchronisation de référentiel ou pas. Voilà, on amène toute cette finesse. Et donc pour les entreprises qui souhaitent interconnecter des outils tiers avec Canopsys, comme par exemple un gestionnaire de changement pour pouvoir, pourquoi pas, déclarer des périodes de maintenance, et bien maintenant ça se fait vraiment de manière fine par ces API et par cette couche de sécurisation qu'on a amenée. Et on n'oublie pas évidemment les sortants, je vous en parlais juste avant, les notifications, la discussion avec des outils de ticketing, avec vos outils de BI, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc si on retient quelque chose, eh bien voilà, tout est dit pour ce slide. Retenez celui-ci, à mon sens, c'est le plus important. Donc, vous avez la centralisation, le traitement, la restitution, les 3 objectifs visés par Canopsys, et puis vous avez le détail de ce que ça fait ou de ce que ça peut faire dans chacun de ces chapitres. Donc voilà, si vous devez vous-même représenter la solution en prenant ce slide, vous êtes pas loin d'avoir bon. Alors, un résumé sur les nouveautés de la V4. Donc, alors c'est entre autres, donc sachez qu'on maintient évidemment des notes de version à chaque version de Canopsys qui est publiée, que vous pouvez voir sur le site de documentation. Alors c'est pour ça que je dis que c'est entre autres, parce que on a complété à peu près une centaine de tickets pour la V4. Donc là, je vous parle de 3 fonctionnalités principales qui ont fait leur apparition, mais donc la remédiation, donc le fait de pouvoir porter des consignes directement dans Canopsys et donc de présenter ces consignes au pilote lorsqu'il prend en charge une alarme, le fait de pouvoir automatiser l'exécution de jobs grâce à des ordonnanceurs externes et donc être en mesure de redémarrer des services, d'effectuer des purges, etc. L'aspect évaluation des consignes et puis le fait de savoir qu'une consigne a été exécutée, qu'on est allé à son terme dans Canopsys directement, qu'on symbolise par l'observance des remédiations, le fait d'avoir réellement finalement appliqué le traitement qu'on avait préconisé dans le cadre de cette alarme. Et sachez que cette partie-là est dispo donc dans l'édition Pro. Voilà. L'aspect planning, donc je vous ai expliqué la refonte donc des comportements périodiques. Le fait de pouvoir personnaliser les types de comportements, est-ce qu'on est plutôt sur des pauses, est-ce qu'on est plutôt sur des mises en production, est-ce qu'on est sur des maintenances, donc tout ça vous allez pouvoir jouer sur ces éléments maintenant et vous aurez une application flux tendu de ces informations dès lors que vous manipulez les plages de service. Donc pour ceux qui connaissaient déjà, on avait des délais d'application, voilà, on a supprimé ces délais d'application. Et pour finir, l'aspect API, dans lequel donc on a au passage changé de langage. On est passé sur du Go. Alors c'est technique, mais voilà, vous avez l'information. On a l'aspect documentation Swagger. Donc pour ceux qui souhaitent utiliser ces API, eh bien vous pouvez utiliser cette documentation qui s'autogénère et qui vous donne toutes les infos dont vous avez besoin. Vous avez la possibilité d'interagir avec vos outils tiers et puis donc la performance générale améliorée grâce à ce langage et puis à certaines reprises algorithmiques. Alors, je vois qu'il y a une on a une question, a question. priori, Oui, ouais. pardon, j'attendais que tu parles des API pour Ouais. te la poser. Nicolas nous demande la présentation des données via API côté Canopsys est-elle Ouais. soumise à d'éventuelles évolutions, modifications, citant une adaptation côté back-end? Ouais. Est-ce qu'il faut prévoir une API gateway pour gérer les règles éventuelles de transformation? Alors, il y a des API pour lesquels il y a eu des changements. Donc, si vous avez des scripts tiers, si vous avez des appels tiers, il va falloir les adapter. Alors, on a écrit un guide de migration pour donner ces informations. Alors, il est
probablement pas exhaustif parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais la plupart des informations ils sont à cet endroit. Donc faut-il prévoir une API Gateway pour des règles de transformation? Alors là c'est à vous de voir, mais bon, vous pouvez aussi simplement adapter les éléments. Et à partir de maintenant, entre guillemets, on swaggerise donc la documentation. Donc si un changement a lieu, eh bien vous êtes au courant et puis vous pouvez faire les adaptations qui vont en face de ces changements. Voilà pour ce focus sur la V4, et puis vous verrez d'autres choses dans les notes de version, et puis dans les versions à venir, j'en parle dans la roadmap juste après. Alors justement la roadmap, donc c'est chez nous un process qui est donné pour 3 ans, et donc on a la roadmap à l'année 1, l'année 2, l'année 3. Donc voilà, court, moyen, long terme, selon nous. On inclut des réflexions internes, donc des éléments auxquels nous on a pensé dans cette roadmap, et bien entendu des éléments auxquels vous avez pensé. Et donc sachez qu'il est toujours possible de venir quelque part perturber l'ordonnancement de cette roadmap si vous souhaitez intégrer une nouvelle fonctionnalité. Voilà, il y a un vrai dialogue avec vous sur ce point-là. C'est vous qui êtes en frontal de vos systèmes d'information. Et donc, on écoute volontiers ce que vous avez à nous dire et en termes fonctionnels, en termes de process, pour adapter l'outil, en fait, très clairement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous aviez des éléments à insérer dans cette roadmap ou voilà certaines choses. Alors, quelques informations sur certains éléments court terme et puis d'autres plutôt long terme. Alors, les 3 éléments qui vont faire leur apparition cette année, donc la modélisation de service, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir gérer une chaîne d'impact d'un service, et donc de pouvoir modéliser ce qu'est un service. Et donc un service qui est composé de couches frontales, qui est elle-même composée d'appels à des annuaires, et puis des couches middle, etc., etc. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir ramener une modélisation de service et donc de faire du calcul d'impact quand un événement se produit. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera donc sur ce premier semestre. L'aspect scénario web, on a fait en sorte de pouvoir réceptionner dans Canopsys des résultats d'exécution de scénario web. Alors pour l'instant, on parle du format JUnit. Et donc si vous avez des outils Jenkins, Selenium, d'autres qui sont capables donc d'envoyer des événements avec donc du JUnit, et bien à ce moment-là, nous on va les réceptionner et on proposera une présentation particulière dans Canopsys pour cela. Des diagrammes de Gantt, voilà, pour qu'on ait vraiment un aspect visuel qui soit mis en avant. L'aspect enchaînement d'action, donc on amène un centre d'enchaînement d'action, donc une possibilité de décrire des règles d'enchaînement à un seul endroit, et avec une possibilité de chaînage plutôt que de le faire à des endroits éclatés. Je reçois un événement, il donne lieu à une alarme qui sera peut-être mise en veille pendant un certain temps, puis qui partira en maintenance, puis qui déclenchera l'exécution d'une notification sur Teams, etc., etc. Voilà, tout ça sera piloté en un endroit unique. Et puis, un chatbot qui permettra d'interagir et donc de faire interagir des pilotes directement avec Canopsys par l'intermédiaire d'une intelligence voilà, symbolisée par un chatbot. Armand, je vois qu'il y a une autre question. Ouais, bah, j'étais en train d'y répondre. Ah bah très bien. Ouais. Toujours Nicolas qui demande s'il y avait une offre SaaS de Canopsys en mode service managé. J'étais en train de répondre qu'on ne propose pas aujourd'hui Canopsys en mode SaaS, mais que c'est une réflexion qui est en cours et qui pourrait apparaître plutôt sur du long terme, moyen long terme. Mais pour l'instant, on ne propose pas Canopsys en mode SaaS. C'est que du on-premise au sein des SI clients. Ok, merci Armand.
Alors, quelques liens utiles, le site institutionnel, la doc, allez voir, ça vous donne pas mal d'informations, le site de démo et notre forge de développement. Alors, je passe un peu vite parce que je vois que le temps passe, mais alors je vais rendre la main à Armand et puis je vous retrouve juste ensuite pour l'aspect démonstration. Euh, à tout de suite. Et puis Voilà. en attendant, n'hésitez pas à poser des questions, hein, je vous le redis, mais Ça allez marche. Armand, à toi. Merci, Ouais, merci. ouais. Donc, pour la partie commerce, donc le modèle économique de Canopsis, je vous avais promis que ce serait simple, donc je vais vous le prouver maintenant. Donc, on a deux versions de Canopsis, toutes avec un même open core. Michael, si tu peux passer le slide, c'est toi qui est propriétaire. Hop. Donc on a deux versions, mais qui sont basées sur le même cœur produit. Donc la version open core 100% communautaire, donc sur lequel vous baserez également sur un support communautaire qui permet, on l'a vu hein, dans l'onglet traitement, vous avez vu les moteurs qui étaient en vert et les moteurs qui étaient en bleu. Donc on va les retrouver ici dans la liste des fonctionnalités. Donc, dans l'open core, on va avoir un fonctionnement standard avec des connecteurs basiques, des règles manuelles, de l'enrichissement manuel et une architecture mono-nœud. Si vous souhaitez utiliser Canopsys en production et bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités qu'on a évoquées précédemment, à savoir bénéficier des fonctionnalités de corrélation, de remédiation, bénéficier des modules de reporting statistique par exemple, et si vous souhaitez également pouvoir bénéficier de notre accompagnement pour pouvoir mener à bien votre projet, il faut opter pour la Pro Édition. Et donc la Pro Édition est commercialisée selon différents modes. Soit vous pouvez finalement la louer sur une période d'un an ou 3 ans dans laquelle vous disposez du support et de la maintenance incluse dans votre location. Soit vous pouvez l'acheter sur un mode qu'on appelle perpétuel. Et dans ces cas-là, il faut s'acquitter d'un complément couvrant le support et la maintenance de manière annuelle. Donc, il y a un montant pour le côté perpétuel et puis le support et la maintenance en complément. Notre variable d'ajustement pour les tarifs sur cette version pro, c'est le nombre d'événements par seconde qui vont transiter dans la solution. Donc on fonctionne par tranche. Donc, notre première tranche, c'est entre 0 et 250 événements par seconde. Notre deuxième tranche, 250-500. Enfin, on va de 250 en 250. Et aujourd'hui, on a géré jusqu'à 1500 événements secondes. Mais on pourra le voir dans les références qui suivent. Justement, je vous illustrerai le type de comptes qui nous ont poussé à pousser en termes de volumétrie. Donc voilà un peu en termes de modèle économique. Donc je vous avais dit, c'est assez simple, deux versions. La variable d'ajustement, donc le nombre d'événements par seconde, et puis le support en complément. En termes d'avantages à travailler avec nous, bah, l'avantage principal et l'ADN de Capen6, comme je vous le présentais en introduction, c'est le fait d'être une structure spécialisée, experte dans l'open source. Donc Canopsys est open source. On est une structure française, et donc c'est important de le dire dans cette période un peu mouvementée et dans cette période géopolitique particulière. La solution est évolutive, comme vous pouvez le voir au travers de cette présentation avec les nouvelles fonctionnalités V4. Michael a eu l'occasion d'insister justement dans la partie roadmap sur l'écoute et la proximité client, sur le fait que nous n'hésitions pas à potentiellement à bousculer un peu notre roadmap vis-à-vis de demandes et voilà, de besoins clients pressants. Donc voilà, il y a une forte écoute. Et cette écoute et cette proximité, elle va être illustrée au courant de ce premier semestre avec le lancement du club utilisateur pour être vraiment en proximité avec les utilisateurs de Canopsys pour qu'il puisse y avoir des retours, qu'on puisse travailler ensemble les nouvelles fonctionnalités. Et donc voilà, ça fait vraiment partie de notre ADN aussi chez Capen6 d'être en proximité et de se montrer flexible le plus possible. Canopsys aujourd'hui, et c'est le dernier avantage, Canopsys est présent chez de nombreux grands comptes et donc on a une forte expérience sur les grands comptes. Et c'est ce qu'on va voir justement sur le slide suivant avec un certain nombre de références. Donc on en a sorti 5, donc on n'est pas exhaustif en termes de références, hein, mais on voulait en sortir 5 qui étaient assez significatives. Si je les prends rapidement, si on prend l'exemple de La Poste, donc La Poste, on était sur le remplacement des outils IBM. Et en fait, on a mis en place une supervision automatisée, donc sur base finalement
C'est vrai que la supervision dans notre métier d'intégrateur, on a souhaité le moderniser en se disant que les tâches d'administration étaient un peu trop chronophages, et donc on a souhaité automatiser tout ça à travers d'outils de config management sur base d'ITSM, et puis pour dire voilà, d'automatiser les templates de supervision, d'automatiser la mise en supervision des CI, et puis on a positionné Canopsys au-dessus de tout ça pour servir vraiment de tour de contrôle, si je reprends l'image que donnait Mickaël tout à l'heure. Chez GFI Netom, donc GFI Netom, on est sur un centre de services, donc mutualisé multi-clients, et donc les services de GFI Netom, alors GFI leur ancien nom, Inetom leur nouveau, ont multiples superviseurs et multiples sources à agréger, et historiquement elles devaient se connecter sur différentes plateformes au niveau des pilotes d'exploitation. Les pilotes d'exploitation devaient se connecter sur multiples sources, donc elles perdaient beaucoup de temps dans la gestion des incidents, et donc on a amélioré fortement leur quotidien et l'exploitation de tout ça en faisant converger l'ensemble des événements dans Canopsys, et en ayant des fonctionnalités d'exploitation pour la gestion des tickets qui leur facilitent grandement la vie. Donc leurs gains sont significatifs. Tout comme la partie KPI justement qui leur permet de faire un reporting pour leurs clients. Je parlais de performance et de nombre d'événements par seconde. Orange, au travers de leur NOC, mutualisé chez OBS, c'est comme cela est mentionné sur le slide, on a pu gérer jusqu'à 1500 événements entrants par seconde, ce qui est quand même une volumétrie conséquente. Et donc là, c'est l'une des spécificités de ce projet. Donc là, on est sur un outil d'exploitation à l'instar de GFI Netom, hein, un outil d'exploitation pour les pilotes d'exploitation dans le cadre du centre de service mutualisé. La RATP, donc la RATP, c'est des comptes que je présente pas dans leur métier, hein, je pense que vous les connaissez tous. Et donc la RATP, on est sur pour le centre de gestion informatique. Et donc là, la spécificité de ce projet, c'était la diversité des sources, qu'on avait près de 27 sources entrantes. Donc il a fallu agréger tout ça. Et donc le premier rôle de Canopsys, c'est savoir la centralisation. Il a été bien utilisé dans ce cadre-là. Et Pôle emploi, donc je sais qu'il y a des personnes de Pôle emploi qui sont présents. Il y a eu deux finalement use cases auxquels on a dû répondre pour le service d'exploitation, donc avec une partie météo de service pour avoir une vision synthétisée du fonctionnement du SI, une vision un peu tour de contrôle cockpit, et puis une partie plus hypervision infrastructure technique qui permet vraiment d'avoir le bac à alarme et pour les pilotes d'exploitation de gagner du temps. Donc voilà quelques références, quelques projets significatifs. Et puis vous avez vu, on a laissé une petite vignette. Donc si vous n'êtes pas encore client Canopsys, on espère bien pouvoir coller votre vignette à l'avenir. Et dans tous les cas, que ce soit moi, Edouard ou Michael, et l'ensemble de l'équipe Capen6 sont à votre disposition pour répondre à vos besoins, projets à ce sujet. Je repasse la main à Mika. Mika, je te repasse la main pour présenter Canopsys V4 en action. Super, merci Armand. Alors je vois qu'il y avait des petites questions. Concernant le support, quelle est la couverture horaire et dans quelle langue? Alors pour l'instant, le support, on le fait en français si le besoin. Alors, ça n'empêche que beaucoup des personnes de notre support sont bilingues, donc pas de problème pour répondre en anglais s'il y a une nécessité là-dessus. La couverture horaire, pour l'instant, on fait du 9h 18h. Effectivement, je voyais qu'il y a eu une réponse là-dessus, et ça se fait de manière illimitée. Et donc ouais, après derrière il y avait une autre question pour toi, mais t'es en train de répondre, Mickaël? Tu réponds peut-être en live à l'oral également. J'allais, mais je vais en parler en Ça direct, marche. là, t'inquiète Pas de pas. problème. Alors, la Web UI de Canopsys, donc l'interface d'authentification, authentification locale ou alors via un annuaire ou via votre SSO si vous en avez un. Et donc l'idée, eh bien, c'est oui, puis vous avez la possibilité aussi donc de mettre vos rappels RGPD, CNIL et de personnaliser cette page d'accueil. Alors attention, je vais me loguer. Vous ne devez pas connaître le mot de passe. Voilà, donc vous avez la possibilité, donc une fois que vous êtes logué, d'appartenir à un profil, et puis on va donner des droits à ce profil, et donc toute une gestion d'habilitation. Alors, ça se passera par les panneaux ici. Alors voilà, comme je suis administrateur, je vois tous les menus, mais évidemment, ces menus sont fonction de votre profil. Et donc ici, vous allez pouvoir vérifier dans la matrice des droits, eh bien, ce à quoi vous avez accès, et puis ce à quoi vous n'avez pas accès.
Donc c'est vraiment le principe. Et par rapport à cette V4, on a donc rajouté ici un nouvel onglet API qui va nous permettre, je vous avais dit tout à l'heure, de parler vraiment des droits fins sur chaque type d'opération possible dans Canopsys. Et donc, en cochant les bonnes cases dans cette matrice, eh bien, vous allez donner les bons droits aux différents utilisateurs, aux différents tokens d'API, pour n'autoriser que ce qui est nécessaire dans votre exploitation courante. Alors, sur l'aspect API, c'est vrai que bon, on voit plus ce type de changement quand on exploite des outils tiers et qu'on vient communiquer avec Canopsys. Donc, bah, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce type d'interconnexion, vous apprécierez le changement. Alors, juste pour information, tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'une chaîne de motorisation et donc de traitement que vous avez vu tout à l'heure sur le slide. Alors, sachez qu'on a rajouté une page également dans ce menu d'administration qui vous permet donc de voir l'enchaînement moteur actuel. Donc, vous avez ce petit schéma qui vous montre voilà par quel moteur et par quel traitement va traverser chaque événement. Donc ça vous donne une information pour savoir où se trouvent vos événements et par quel moteur ils sont passés. Voilà, c'est simplement un petit outil supplémentaire pour vous aider dans vos contrôles à venir. Alors, au-delà de cet aspect-là, donc Canopsys de manière générale, c'est donc je vous ai expliqué un utilisateur avec donc un rôle, un profil associé et donc des droits et des habilitations associés à ce profil. Et puis, ça va vous donner à gauche l'apparition d'un menu avec les différentes vues sur lesquelles vous avez un accès. Et donc, vous avez par exemple un accès sur la vue compteur et les tuiles qui sont présentées devant vous représentent des compteurs filtrés. Et donc, vous voyez ici, il y a un exemple avec toutes les alarmes confondues, uniquement les alarmes qui concernent l'injoignabilité de certaines machines, et puis d'autres qui concernent peut-être uniquement des services défectueux. Alors évidemment, vous en rajoutez autant que vous le souhaitez. Et puis, à partir de ces tuiles, si vous le souhaitez, vous pouvez du coup aller constater les alarmes directement, et puis voir un bac à alarme avec les alarmes qui sont pointées par ce filtre. Donc c'est une manière de rebondir si vous en avez envie. Et donc vous voyez sur ce menu de gauche, vous avez donc des groupes, des vues dans ces groupes, et grâce à vos droits, vous n'accédez qu'à ce qui est prévu pour ça. Donc à vous d'organiser et puis de dire voilà quel groupe, quelle vue je distribue à quelle personne. Alors ça me permet de rebondir peut-être sur la question de Romuald qui concerne le cloisonnement des données. Donc en imaginant que vous soyez peut-être en environnement multi-client, alors aujourd'hui le multi-client ne sera traité que par du filtrage en fait côté Web UI. Alors je dis aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va changer aussi en cours d'année. On va ramener, si vous voulez, cette surcouche qui va nous permettre de cloisonner réellement, donc réellement dans le sens où on aura des entités, des référentiels, des alarmes qui appartiendront à une entité en particulier. Et donc on va vraiment pouvoir scinder les données qui appartiennent à un client, des données qui appartiennent à un autre client. Et donc en termes de cloisonnement, alors je dis client, mais ça pourrait être aussi business unit ou service au sein d'une même entreprise, la compta, la logistique par exemple. Donc on va ramener en cours d'année cette possibilité de vraiment distinguer les données et de n'accéder qu'à ce qui est réellement nécessaire pour chaque personne. Voilà. Donc je ferai peut-être une réponse plus détaillée par écrit à Romuald et puis dans le compte rendu, ça vous permettra de voir ce qu'on envisage sur cette partie-là. Alors pour la suite, un bac à alarme. Je vous présente un bac à alarme puisque c'est quand même, on va dire, le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand vous avez du pilotage, en général, le point d'entrée, c'est ce bac à alarme. Et donc, vous retrouvez toutes les actions que vous pouvez imaginer sur un bac à alarme, ici à droite, avec les différentes actions, donc l'acquittement, la mise en veille, la déclaration de période de maintenance, les historiques, et plein d'autres, puisque vous voyez, si j'acquitte ici une alarme, eh bien j'ai ma petite icône qui apparaît,
Et puis je vais avoir d'autres possibilités comme celle de déclarer un incident sur l'outil d'ITSM, de gérer une notification, etc., etc. Donc vous avez ici un bac à alarme complet qui vous permet de prendre en charge vos différentes alarmes, quelle que soit leur source. Vous voyez ici, on a des informations de source, Patrol, Tivoli, Zabbix, etc. Donc vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous avez la possibilité de déplier ici et d'obtenir la fameuse timeline qui vous donnera accès à toutes les opérations qui ont été exécutées sur cette alarme. Vous voyez, là, j'ai mis un acquittement, donc ça a été précisé. Et puis, je pourrais assigner un ticket ici et le retrouver, vous voyez, retrouver l'assignation du ticket et puis la petite icône. Et donc, bref, toutes les opérations que vous allez effectuer sur ce bac eh bien, seront consignées dans des historiques et dans des timelines. Je peux vous montrer également le rendu d'une alarme qui aurait été corrélée. Donc vous voyez, j'ai décidé de regrouper toutes les alarmes qui concernent l'injoignabilité et donc symbolisées par des pings, on va dire pour l'instant, ici. Et donc vous avez une alarme qui est donc une méta-alarme et pour laquelle on a une icône particulière et on a regroupé, vous voyez ici, 36 conséquences. Donc en gros, pour 36 alarmes, eh bien, on n'en a plus qu'une ici qui est mise en avant. Et donc dans sa chronologie, on retrouve les informations classiques liées à l'alarme en elle-même, ainsi qu'un panneau d'alarme liées, et donc toutes les alarmes qui ont été regroupées au sein de cette méta-alarme. Et donc, bien entendu, les actions que vous allez effectuer sur la méta-alarme sont reportées sur les alarmes liées instantanément. Et donc, un seul ticket d'incident, une seule action de traitement, etc., etc. Donc, c'est l'avantage. Bon, c'était une parenthèse pour vous montrer à quoi pouvaient ressembler des informations de scénarisation. Alors, en parlant de bac à alarme, il y a une petite question de Romuald. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer différents modèles de bac, spécialisés flux métier, sup, ordonnancement? Alors, bien sûr. Alors, ici, là, j'ai un onglet en cours. Mais vous voyez, moi j'ai fait un petit filtre ici par exemple sur les alarmes typées service défectueux. Et donc n'importe quel critère qui est disponible dans les alarmes, le client raccroché, l'application, la source, et bien tout ça on peut filtrer et puis dédier des bacs en fonction de ça en fait. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, j'ai fait un filtre particulier sur uniquement les alarmes qui concernent des services défectueux. Mais on aurait pu dire uniquement les alarmes de tel client, etc. Donc ça permet, par des filtres de WebUI, de pouvoir ne donner que ce qui est important. Alors en général, ce qu'on nous demande de faire, c'est un bac d'alarme, enfin de backlog en fait, donc des alarmes qui pour l'instant n'ont pas encore été acquittées, puis un bac dans lequel on trouve les alarmes qui ont été acquittées, et pour finir, un bac dans lequel on retrouve les alarmes qui non seulement ont été acquittées, et en plus pour lesquelles on a déclaré un incident sur l'outil d'ITSM. Alors, ce sont des exemples, mais vous comprenez qu'en fait, on fait ce qu'on veut. On peut dire, je ne veux pas voir les alarmes en maintenance, ou au contraire, je ne veux voir que les alarmes en maintenance. Ici, si je viens là, je pense que j'en avais fait un, voilà. Ici, je peux montrer uniquement les alarmes en maintenance. Donc là, vous voyez, j'ai une seule alarme parmi toutes celles qui sont à dispo dans cet état de maintenance. Et vous voyez ici, la maintenance va durer jusqu'au 24/02 fin de journée, quoi. Donc finalement, Romuald réagit en disant: «Elle se trouve gérée finalement comme des vues avec une notion d'ACL, quoi». Oui, c'est ça, exactement. Et ce qu'on rajoutera par la suite pour le multi client, c'est le fait de réellement ne pas pouvoir mettre à disposition ces informations, alors que là, si on change de filtre, potentiellement, on y accède. Alors c'est simplement je dis simplement cette différence, c'est quand même un gros point à aborder, mais c'est ça qui va, se passer, ouais, tout à fait. Euh, pour la suite, alors si on regarde plus particulièrement donc ce qui s'est passé pour la V4, on a amené donc un nouveau menu ici dans l'administration qui concerne donc la planification. Et ici, on va pouvoir venir
positionner ses propres typages de périodes de temps. Alors, il y en a certaines qui sont livrées par défaut et qu'on n'a pas le droit de toucher, et puis d'autres qu'on peut insérer. Vous voyez par exemple ici le déploiement, c'est un élément inséré qui est en plus des types par défaut. Et donc vous allez pouvoir vous-même ajouter des types de périodes de temps. Est-ce que je fais une mise en production? Est-ce que c'est une maintenance courante hebdo? Donc à vous de décider par rapport à vos modèles. Et puis on va pouvoir également gérer des dates d'exception. Donc en imaginant que vous ayez une maintenance qui ait lieu tous les samedis matins, par exemple, sur vos infrastructures, eh bien vous pourriez dire que comme samedi prochain, finalement, c'est un jour où vous allez travailler, eh bien vous ne souhaitez pas effectuer cette maintenance. Et donc on va pouvoir décider d'une date d'exception à cet endroit-là, qui sera plutôt finalement un jour exceptionnel de service. Et puis il y a d'autres moments où vous ne souhaitez pas rendre le service, ou vous n'êtes pas censé rendre le service pour telle application, et à ce moment-là, vous allez pouvoir déclarer cette date d'exception aussi, alors que c'est en pleine semaine. Donc au final, ce que ça va vous donner, eh bien, c'est la possibilité de venir ici dans le menu comportement périodique, et puis tout simplement de venir en déclarer une période de maintenance. Et donc ici, vous voyez, vous allez avoir donc la maintenance quotidienne, par exemple, d'accord, qui a lieu de 10h55 à 11h15, d'accord, pour une maintenance de robot, et en maintenance ici, voilà, c'est ce que vous allez pouvoir spécifier. Et donc là, on va cibler finalement les éléments qui nous intéressent. On pourrait dire par exemple, pardon, je prends des éléments que j'ai dans ma base pour l'instant, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir du coup ajouter une règle de récurrence. Et donc cette règle de récurrence, on va pouvoir dire voilà, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et on pourrait aussi dire sauf pendant les jours fériés où on ne souhaite pas le faire. D'accord. Donc vraiment, tout ce que je fais là, parce que je pense que ça va répondre à une question que j'ai vu passer, Ouais, en fait, c'était vous avez la possibilité de le faire par l'API. Donc ça veut dire que si vous avez un gestionnaire de changement, eh bien vous allez pouvoir piloter Canopsys par ce biais, et donc envoyer vos demandes de maintenance, vos périodes, etc. par ce biais, et donc directement de la CMDB. Voilà. Alors, vous voyez ici, là, j'ai donc la projection de mon planning sur les éléments. Désolé pour le jaune, là, on va changer ça parce que c'est une mauvaise couleur. Et j'avais mis un férié le 5 avril, me semble-t-il. Voilà, le 5 avril, là, dans ma liste d'exceptions, vous voyez ici, là, c'est pas coché parce que j'avais dit que c'était une exclusion. Voilà, donc en faisant ça, tout simplement, je soumets. Et puis voilà, mon comportement périodique est en place, et donc il est, ça y est, il est parti, et il est en cours. Et donc en venant ici, eh bien vous allez pouvoir vérifier que sur les éléments, je crois que j'avais mis sur RAM, il va se mettre en route incessamment sous peu, et puis vous allez pouvoir le constater. Voilà, alors donc on c'est a ça le. une question Oui, d'Olivier également qui demande oui. comment se comporte Canopsys si la maintenance elle est positionnée sur une de ses sources, par exemple Centréon. Alors, alors je vais faire plusieurs réponses parce qu'il y a peut-être plusieurs scénarios possibles. Donc si la maintenance est positionnée dans l'outil source, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'outil source pour faire cette maintenance, eh bien dans le connecteur Centréon, puisqu'on parle de celui-ci, nous on prévoit de transmettre ces informations de maintenance à Canopsys. Donc finalement le connecteur va venir déclarer ces périodes de maintenance dans Canopsys, mais c'est pas forcément le cas pour tous les outils. Là vous avez pris l'exemple de Centréon, c'est vrai, mais pour d'autres outils, ce ne sera pas forcément vrai. Faut-il que on puisse avoir ce mécanisme et puis transmettre les informations à Canopsys. Et ensuite, si on souhaite par contre, ce que je veux dire, c'est l'inverse n'est pas vrai. Si vous mettez une maintenance dans Canopsys, elle ne descend pas automatiquement sur l'outil. Alors, sauf si on utilise le principe des webhooks dans Canopsys,
Mais encore une fois, faut-il que l'outil en question le supporte. Donc là, il y a des questions à se poser tout simplement derrière ça en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Donc bon, c'est pour vous dire que bon, tous ces éléments de planning, voilà, font leur apparition, on va dire leur réapparition, avec plus de flexibilité, plus de personnalisation possible. C'est parce que j'ai lu le chat en même temps, donc ça va. De toute façon, Ramon, tu m'avertis, Ouais, hein, de toute mais façon, je suis vigilant, ouais, pas de voilà. problème. Alors, c'est pareil, je vois que l'heure tourne, donc pour respecter un peu nos horaires, je vais vous montrer la suite. Et je suis d'accord avec Romuald sur le sur le fait de centraliser dans l'hypervision sans forcément redescendre derrière. Et effectivement, ça peut être contre nature comme il le dit. Alors sur l'aspect remédiation, donc tout à l'heure j'avais préparé un bac ici sur des alarmes à service défectueux, bon, sur lesquels je me suis basé. Et donc ce qui est important de voir ici, c'est que on a associé une consigne à cette alarme, et on le voit parce que ici, vous voyez, j'ai un petit picto qui me le dit. Et donc vous voyez, c'est écrit au moins une consigne est attachée à cette alarme. Et donc en regardant mon panneau d'action, je vais pouvoir vérifier cette consigne en particulier. Et donc, vous voyez ici, je peux tout simplement l'exécuter. Et donc j'ai un panneau qui s'ouvre et je vais avoir donc mes opérations, mes étapes à respecter. Et donc vous voyez ici, j'ai une première étape de prise de constante. Et puis, alors j'ai fait une consigne relativement simple, on va dire. Et puis derrière, j'ai surtout attribué un job à cette consigne. Vous voyez, qui s'appelle redémarrage de service. Donc on peut effectivement affecter plusieurs jobs ici si c'est votre souhait. Et en cliquant dessus, que se passe-t-il? Eh bien, je fais appel à l'ordonnanceur de tâches qui est configuré derrière, qui pour l'instant peut être Rundeck ou AWX, donc pour Ansible. D'autres feront leur apparition, mais pour l'instant, ce sont les deux qu'on supporte. Et donc, on donne l'ordre de lancer le service à cet ordonnanceur. L'ordonnanceur effectue son boulot, nous renvoie le résultat et va montrer les informations donc, au pilotage. Alors, vous voyez ici, là, l'exécuteur de job n'a pas répondu. Donc, si jamais vous avez un problème derrière, eh bien, on vous le dit. Et puis là, bon, il a fini par répondre. Et le traitement par l'ordonnanceur s'est terminé à 11h01 et 52 secondes. Et donc, voilà, la remédiation qui était associée à ce job a été exécutée. Et donc, vous pouvez faire suivant s'il y a d'autres étapes. Là, il n'y a plus d'étapes par la suite. Vous avez la possibilité d'évaluer cette consigne. Alors, elle était 4 sur 5 avec un commentaire. Et puis, vous soumettez. Au passage, vous voyez que ici, j'ai une petite pastille de commentaires parce que j'ai demandé à l'ordonnanceur de tâches de me renvoyer aussi une information sous forme de commentaire de l'alarme en disant j'ai exécuté tel job à telle heure. Mais c'est de toute façon une opération que vous pouvez constater ici directement dans la timeline. L'exécution du job a été terminée, l'alarme a été commentée, etc. Donc toutes les étapes par lesquelles sont passées cette alarme sont consignées ici. Donc vous allez avoir toutes les opérations, tous les jobs lancés, toutes les remédiations lancées, toutes les actions lancées seront consignées ici dans cette timeline. Donc si vous voulez savoir exactement ce qui se passe, eh bien vous avez l'information à cet endroit. Alors sachez que pour la suite, on va également proposer d'exécuter de manière systématique certains jobs sur une alarme avant même de présenter cette alarme au pilotage. Parce que si de toute façon la consigne c'est de commencer par tenter de redémarrer le service, dans mon exemple, eh bien à ce moment-là, autant le faire systématiquement. Et si l'alarme est toujours présente, je ne sais pas, 5 minutes après, à ce moment-là, on la présente au pilotage. Effectivement, alors il y a plusieurs mots pour ça. Certains disent remédiation tout court, d'autres disent auto-remédiation, d'autres disent automatisation. Enfin, je ne sais pas si le vocabulaire est très clair là-dessus, mais effectivement, c'est exécuter un job avant de présenter l'alarme au pilotage. Voilà, donc sur ces 3 points, donc la sécurisation des API
que je vous montre ici au travers donc de l'écran des droits d'API que je vous ai montré tout à l'heure, l'aspect planning que vous pouvez manipuler dans le menu, et puis l'aspect remédiation. Alors je suis allé vite, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez qu'il y a plein d'autres choses à montrer, mais voilà, on est arrivé au temps dans le temps imparti. Alors sachez que on détaillera tous ces points donc dans un prochain format, comme je vous en ai parlé, donc sur le plutôt orienté atelier. Donc là, on aura même l'occasion de se parler, donc ce sera peut-être beaucoup plus dans l'échange, et on pourra du coup manipuler, enfin, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez en direct et tout, donc ce sera un format qui se prête plus à la manipulation. Alors, Et si on va jamais on surtout attend, inviter les utilisateurs de Canopsys que l'on connaît. Si vous êtes fortement intéressé pour y participer et que on ne vous a pas invité, et on essaiera de tout faire pour ne pas pour passer à côté de personne, mais n'hésitez pas à nous solliciter, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous non plus. euh, Ça va avoir voilà lieu donc, début mars, le premier ouais. jeudi de mars. Voilà. Et si en attendant vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra volontiers dans la mesure du possible. Voilà, donc moi je stoppe là la démo, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous voulez voir d'autres choses. Et puis si vous êtes OK, bah, à ce moment-là, on vous libère. Donc comme vous le souhaitez, nous on est dispo pour vos questions. Si vous avez des choses à éclaircir, si vous avez des idées ou si vous avez des besoins pour un sujet de prochain webinar, bah, n'hésitez pas à le préciser ici. On en avait déjà fait un dédié à la remédiation, un dédié à la corrélation. Un Euh, dédié au donc euh, connecteur, un retour euh, d'expérience. Enfin, voilà, donc quelques-uns, mais ouais. si vous avez d'autres idées, on est vraiment preneurs. Et puis après derrière, l'ensemble d'ailleurs de ces webinars, les webinars qu'on évoque, donc remédiation, corrélation et autres, sont accessibles depuis notre page YouTube. Donc vous pouvez les retrouver assez facilement sur un format un peu condensé. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur la page Capensis Solutions Linux, c'est le meilleur moyen de la retrouver, en saisissant ces mots-clés-là. Et puis après derrière, si vous souhaitez, si vous avez un projet particulier, un projet spécifique, et que vous souhaitez qu'on l'étudie spécifiquement et qu'on fasse une présentation, une étude de votre besoin spécifique, ben c'est forcément avec grand plaisir. Donc encore une fois, Alors il y a on une l'aura pas question dit vraiment beaucoup, n'hésitez pas. Oui, d'Alexandre, déploiement Helm de la version OpenCore. Alors pour l'instant, nous ce qu'on supporte comme type d'installation sont les installations par paquet RPM, et on fournit des images Docker. Alors, forcément, on s'intéresse de plus en plus à Kubernetes, etc., à des outils à la OpenShift, mais pour l'instant, dans notre support, voilà, on prévoit simplement Docker de manière générale et puis des versions RPM. Donc, peut-être que ce sont des choses qui viendront par la suite. Euh, parfait. Mais, je vois pas de questions complémentaires. Et de charmants consultants. Tu vois, on a quelques compliments. Ouais, merci. Bon, alors si une petite question qui arrive, je vois l'onglet ah, questions qui est. proposition de sujet sur la météo des services. Donc, okay, un focus webinar sur la météo. Eh bien, Ouais, écoutez, ça, en pourquoi fait, pas. euh, ça va forcément arriver. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout à l'heure, quand j'ai évoqué la roadmap, je vous ai parlé de la modélisation des services. Et donc, je pense qu'on dédiera un sujet vraiment à ce moment-là, où on sera en mesure d'aller plus loin. Vous voyez, ici, là, les métaux que je peux vous présenter, voilà un peu à quoi elles peuvent ressembler aujourd'hui. Et elles sont, on va dire, à 2 étages au maximum. Et quand on aura terminé cette implémentation de chaîne d'impact, on pourra vous montrer tous les étages de la fusée. Et donc, je pense qu'effectivement, on dédiera un sujet à cela prochainement. Donc, bonne idée, et on y va de toute façon. Ouais. Ouais. Tu vois, on a des personnes utilisateurs de Canopsys qui nous font des retours positifs en disant Mathieu par exemple qui dit rien à redire sur le soft, une bonne alternative aux gros outils proprio. Donc on est C'est gentil, merci. c'est gentil. Ouais. Bon, donc, alors en formation, on dit qu'il faut dire les choses 3 fois pour que ça soit bien saisi. Là, je pense on a dû dire le truc 10 fois, mais envoyez-nous vos questions par le site web, par le forum.
qui est à dispo là, sur le Discord qui est à dispo par email. Enfin, n'hésitez pas, il y a beaucoup de canaux qui sont à disposition pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous voulez une démo peut-être plus personnalisée, si vous voulez avoir un focus sur un élément particulier, surtout n'hésitez pas quoi. Bon, en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour l'intérêt que vous portez à Canopsis. On reste à disposition et puis, s'il n'y a pas plus de questions, on vous souhaite une excellente journée et puis on vous dit à très bientôt. Grand merci à tous et puis merci Florent, merci Romuald, merci à tous. Merci Nicolas, merci Kamel, Kamel. ouais, merci à tous, Xavier, merci ouais. Xavier. On va pas faire tous les noms, mais en tout cas on vous remercie tous. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt. Ouais. À bientôt pour l'atelier qui aura lieu donc début mars. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à revenir vers nous. À Très bientôt. bien. Allez, portez-vous bien tous et puis à très bientôt. Ouais. Au revoir.